Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cette année, le Centre culturel hellénique vous propose, dans le cadre des Nuits de la littérature, une rencontre en ligne autour de trois auteurs grecs qui se sont illustrés ou qui s'illustrent encore dans le genre policier en Grèce. Un livre de Pavlos Nirvana s'intitulé Psychico, qui vient d'être réédité en 2021 aux éditions Cambourakis. Un livre de Christos Markoyanakis, Mourir en scène, publié aux éditions Albin Michel en 2020. Et enfin, un ouvrage de Minos Evstathiadis, Le Plongeur, qui vient de paraître l'année dernière, en 2020, aux éditions Actes Sud, dans une traduction de Lucile Arnoux-Farnoux. Vous aurez ainsi la possibilité de découvrir un genre qui connaît une belle embellie en Grèce, mais qui reste encore assez méconnu en France, d'où l'intérêt de la rencontre de ce soir. Avant de clore très brièvement cette introduction, j'aimerais vous dire qu'une rencontre en ligne aura lieu également le jeudi 10 juin, organisée sous les auspices du Centre culturel hellénique de Paris, qui vous conviera donc à une rencontre virtuelle autour de ces trois auteurs et autour du genre du roman policier en Grèce. En deux mots, psychico n'a aucun rapport dans le roman avec l'adjectif psychique, même si le héros de ce roman, Nikos Molochantris, semble être atteint d'un véritable délire psychique. Psychico fait référence à un quartier d'Athènes, un quartier huppé, dans lequel un crime a été commis sur la personne d'une jeune femme. La première caractéristique notable de ce crime, c'est que, eh bien, il ne s'agit pas d'un crime crapuleux, puisque de l'argent appartenant à la victime a été retrouvé sur le théâtre du crime. Tout penche à croire que le crime dont il s'agit est un crime passionnel. Ce texte, bien que comportant un certain nombre d'éléments policiers, n'est pas à proprement parler, n'est pas stricto sensu un roman policier. Pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce qu'il manque un personnage d'enquêteur et il manque une enquête, en réalité, qui est, comme on sait, l'élément invariant du roman policier. Alors, quels sont les éléments qui pourraient nous faire dire donc que Psychico se rattache au genre du roman policier? Eh bien, tout d'abord parce qu'un meurtre a été commis sur la personne d'une jeune femme, parce que la police va être bien évidemment à la recherche du meurtrier. Mais nous, le meurtrier, nous le connaissons en quelque sorte, ou plus exactement, nous connaissons celui qui endosse sa responsabilité. En réalité, le véritable meurtrier, celui qui a tué la jeune femme, nous ne le connaissons pas. En revanche, tout l'intérêt de ce texte totalement savoureux est que nous connaissons la personne qui endosse la responsabilité de ce crime. Le héros donc de ce texte est un jeune homme appelé Nikos Molochantris. Alors, il faut savoir donc que l'auteur de ce texte était un médecin en fait de la marine grecque, de la marine militaire grecque, et il a embrassé la carrière d'homme de lettres, il a abandonné la carrière de médecin militaire et il s'est tourné vers la littérature. Et c'était un homme extrêmement brillant puisqu'il a fini sa carrière à l'Académie d'Athènes. Et pourquoi est-ce que je vous dis cela? Eh bien, tout simplement parce que Molochantris, eh bien, en grec, le patronyme du héros est en réalité signifiant. En grec, Molochantris désigne la guimauve. Et eh bien, le personnage principal de ce texte
est en fait un homme qui n'a absolument pas l'étoffe d'un héros, c'est même un anti-héros, c'est un éternel étudiant en médecine, c'est un homme qui a peur dès qu'il voit le sang couler, et d'ailleurs lorsqu'il assiste à sa première leçon d'anatomie dans un théâtre donc d'anatomie, eh bien, il s'évanouit aussitôt dès qu'il voit le sang couler. Mais ce jeune homme eh bien, rêve d'avoir son quart d'heure de gloire, pour reprendre la formule célèbre d'Andy Warhol, et il ne trouve rien de mieux que d'endosser donc la responsabilité d'un crime qu'il n'a pas commis. Par un beau matin de la mi-septembre, dans une petite chambre située au 4e étage de l'hôtel Le Paradis, un jeune homme venait d'ouvrir ses grands yeux d'un bleu délavé. Il était âgé de 23 ans, pas plus. Blond, fluet, il avait le teint blême et les yeux caves, comme s'il se remettait d'une grave maladie. Il sonna à toute volée la clochette de service et un groom ne tarda pas à se présenter à sa porte, une bouteille de lait à la main et une pile de journaux sous le bras. Michalis, m'as-tu acheté tous les journaux ainsi que je te l'avais demandé demanda Nikos Moloukhantis. Oui, monsieur Nikos, répondit le groom. Parle-t-il du crime? As-tu lu quelque chose sur l'affaire? Je n'en ai guère eu le temps, monsieur Nikos, mais ça fait déjà plusieurs jours qu'ils n'écrivent plus rien sur la question. Vous dépensez votre argent en vain. Même l'Écho libre, qui faisait ses gros titres sur le meurtre, n'en parle plus du tout. Le crime de Psychico est tombé aux oubliettes. Le jeune homme, qui venait de se redresser d'un bond dans son lit, ne put réprimer un mouvement de satisfaction provoqué à l'évidence par les dernières paroles du groom. Michalis, d'après toi, le crime de Psychico est donc définitivement oublié demanda-t-il. Une affaire chasse l'autre, monsieur Nikos. Celle de Psychico, c'est déjà du passé. Tu penses que la police ne mettra pas la main sur les coupables? Bien sûr que non. Et pourquoi donc, d'après toi? Monsieur Nikos, vous n'avez donc pas lu ce que les journaux ont écrit le premier jour? La police s'est lancée sur la trace des assassins. Attendez, je ne sais pas si je dis ça comme il faut. Ah oui, ils ont aussi écrit l'arrestation des coupables est attendue d'un moment à l'autre. Vous n'avez vraiment pas lu la presse? Sois plus clair et dis-moi ce que tu entends par là. J'entends par là que si on lit une chose pareille dans les journaux, c'est mauvais signe. Ça veut dire que les coupables ont pris la poudre d'escampette et que la police n'est pas prête de leur mettre la main au collet. Dommage pour la victime. Nikos Moloukhantis se mit à rire. Pourtant, il était difficile de savoir si son accès de bonne humeur était provoqué par la naïveté de Michalis ou par la satisfaction d'entendre que les criminels avaient échappé aux enquêteurs. Monsieur désire autre chose demanda le groom en lui lançant un regard tendre. Non, Michalis, je te remercie. Je vais m'habiller pour sortir. Après avoir jeté un coup d'œil à la presse du jour, sans prêter attention à la moindre information, Nikos prit un vieux journal qui traînait dans un tiroir de sa commode. C'était un exemplaire de l'Écho libre, publié le lendemain du crime. Après avoir épluché de nouveau tous les articles écrits sur l'affaire de Psychico, il rangea le périodique et commença à s'habiller. Il me semble que Michalis a raison, dit-il à voix haute, comme s'il s'adressait à un interlocuteur imaginaire. La police a vraiment perdu la trace des criminels. Une fois vêtu, il ne tarda pas à dialoguer de nouveau avec lui-même, comme cela lui arrivait souvent. Le moment est-il venu ou faut-il attendre encore un peu? Voyons ce qu'en pense Stéphanos. Moloukhantis attrapa son chapeau et sortit précipitamment de sa chambre. Au même moment, près du buffet de la salle à manger, Michalis et un autre groom tenaient le dialogue suivant. Il ne me plaît pas trop, le jeune homme de la 14. Que veux-tu dire? Donne-moi plutôt ton avis. Tu te souviens s'il était dans sa chambre le soir du crime? Ne me dis pas quand même que ce blanc-bec serait le meurtrier de Psychico. Je ne sais pas s'il est ou non l'assassin. Personnellement, je n'en mettrais, excusez-moi, pas ma tête à couper, mais je le soupçonne d'être mêlé d'une manière ou d'une autre à cette sale affaire. Écoute un peu. Et Michalis rapporta à son collègue la conversation qu'il venait d'avoir avec le jeune homme de la chambre numéro 14. Bonsoir, je m'appelle Christos Markogiannakis et je suis invité du Centre culturel hellénique pour la nuit de la littérature. Je vais vous lire un extrait de mon dernier roman policier, Mourir en scène, publié chez Albin Michel et traduit par Loïc Marcoux et Hélène Zervas du grec. J'aime tuer mes victimes dans les premières pages, donc je vais vous lire ce petit extrait de Mourir en scène. Les secondes qui suivirent s'écoulèrent au ralenti.
Des hurlements résonnaient dans les haut-parleurs et couvraient la chanson qui continuait en playback. Des flammes jaillissaient de la trappe. Le feu léchait le dos du trône, puis les papiers enveloppant le bouquet de fleurs, puis la chevelure. Marcoux écarta violemment les femmes qui se trouvaient en travers de sa route pour s'effrayer un chemin jusqu'au canot. Les yeux toujours rivés sur la scène, il vit tomber le bouquet en feu. Les cris désespérés de la foule se mêlaient aux appels à l'aide, poussés par une voix stridente et méconnaissable venant de la scène. Marcoux sauta dans le canot. D'un geste, il ordonna au conducteur de le mener à l'estrade. Avant qu'on l'ait détaché l'amarre, les cris de la chanteuse cessèrent. Puis, les clameurs de la foule. Peut-être l'adrénaline faisait-elle bourdonner ses oreilles et l'empêchait-elle de distinguer les bruits extérieurs, mais Marcoux entendait dans le haut-parleur un son assourdi, comme le froissement d'un tissu glissant par terre ou le bruissement d'une étoffe dévorée par les flammes. Puis, le micro se tut. Soudain, la nuit s'illumina. Un petit éclair fut suivi d'un grondement sourd, comme si la foudre tombait dans la mer. Mais cela ne venait pas du ciel. Suivi un second éclair, puis plus fort, et un autre coup de tonnerre, tandis qu'une partie de la scène sautait en l'air, comme un feu d'artifice géant. L'explosion fit place à un silence total, qui s'échangea en lamentation. Marcoux tourna les yeux vers les rivages. Seul au monde, entre les femmes médusées, les agents de sécurité se ruaient dans sa direction. Alors, au milieu du chaos, son regard, comme téléguidé, tomba sur Vera. Elle était à l'endroit où il se trouvait quelques secondes plus tôt et enlaçait la sœur de la chanteuse. Se sentant observée, elle tourna vers lui, son visage blême, déformé par un rictus de désespoir. Ses yeux écarquillés étaient rivés sur lui, pleins d'étonnement. Dans le canot qui tanguait légèrement sous l'effet de la brise marine, Marcoux fut alors envahi par un sentiment inconnu, celui de l'échec absolu. Les règles dans la littérature, à mon avis, sont là pour les briser. Mais il y a quelques points qu'un roman faut suivre pour qu'on l'appelle policier. Il faut un crime non résolu, un meurtre par exemple. Il faut un enquêteur, un policier, un détective privé, un prêtre, un psychologue, un journaliste qui cherche la vérité, qui cherche les coupables. Et il faut des indices et des contre-indices, indices qui nous font soupçonner des personnes différentes chaque fois, parce qu'il nous faut bien sûr un cercle des suspects. Et à la fin, il faut avoir la résolution grâce aux capacités de cet enquêteur. Il faut aussi, à mon avis, un bon roman policier nous amener vers la catharsis, par la pitié et la crainte, comme Aristote disait dans la définition des tragédies. Et c'est pour ça que je crois que la première énigme de ce genre, le premier whodunit qui a tous ces points, est Oedipex de Sophocle. J'aime beaucoup les écrivains qu'on appelle classiques dans le genre, de Conan Doyle, Agatha Christie, de P.D. James, Simenon, de Josephine Tey, Dorothy Sayers. Et j'affectionne particulièrement les écrivains des années 20 et 30, et je ne suis pas le seul. Mon policier récurrent, le capitaine de la police grecque Christophoros Marcoux, les aime beaucoup, comme vous allez entendre dans ce petit extrait du 5e étage de la faculté des droits. Il n'aurait jamais imaginé qu'il se retrouverait un jour à la place d'un de ces détectives que la littérature affectionne, ces héros des polars qui réunissent les suspects d'un meurtre dans la bibliothèque d'une villa des années 20 et leur exposent étape par étape leur vision de l'affaire pour finir par révéler le nom du coupable dans une minutieuse mise en scène. Et c'est l'art qui imite la vie ou la vie qui imite l'art, s'amusa-t-il. Et il se voyait bien en costume de tweed sombre, tripotant sa moustache ou mordillant sa pipe, tel Hercule Poirot ou Sherlock Holmes, en ouvrant la porte de son appartement, où il n'avait pas mis les pieds depuis des jours. À part les noms des familles grecques, parfois un peu compliqués pour les lecteurs étrangers, c'est bien sûr les lieux, la Grèce, comme la rivière athénienne dans Mourir en Seine, même s'il faut avouer
que mes romans policiers ne sont pas des guides touristiques. Le premier même est un presque huis clos dans le département de criminologie d'Athènes. Mais il faut dire que plutôt le roman policier grec est un roman sociétal. Il nous parle de la société grecque pendant la crise, maintenant après la crise, et des relations entre les familles, le système politique, les systèmes et les pratiques de la police. Et j'avoue que parfois cette réalité grecque est un peu surréaliste, comme pense Marcou par exemple dans cet extrait que je vais vous lire en grec. Αν και τόσα χρόνια πια στο σώμα τίποτα δεν θα έπρεπε τον εκπλήσει, είχε βρει τον εαυτό του να αναρωτιέται ξανά πού σταματάει η αστυνομική πραγματικότητα και πού αρχίζει η ελληνική σουρεαλιστική τιάφτη. Ένας detective διασχίζει το νυχτερινό Αμβούργο, ενώ ο άγνωστος πελάτης του αυτοκτονεί και η μυστηριώδης Γερμανίδα που παρακολουθεί δολοφονείται. Όλα τον οδηγούν στο βυθό της ελληνικής θάλασσας και αυτός δεν προσπαθεί να αντισταθεί ή να πετύχει κάτι. Θέλει μόνο να καταλάβει. Πρόκειται για ένα ταξίδι εκεί που η πραγματικότητα υπερβαίνει τη φαντασία. Πήγαινα ακόμα σχολείο όταν άκουσα από τον πατέρα μου μια απίστευτη ιστορία που άρχιζε αλλά και τελείωνε με την ίδια ακριβώς πρόταση. Τις νύχτες δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε από τις κραυγές τους. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου επιτάχθηκε από τους Γερμανούς ένα διόρροφο σπίτι για ανακρίσεις κρατουμένων. Στην αρχή δεν ήξερα τι ακριβώς συνέβαινε εκεί μέσα. Ούτε καν να φανταστώ δεν μπορούσα. Σιγά σιγά οι κραυγές έφτασαν στα αυτιά μου και μόνο τότε είδα τη σκηνή. Αν δεν επηρεαστείς συναισθηματικά, νομίζω πως δεν μπορείς να γράψεις. Είναι σαν να μαγειρεύεις χωρίς να έχεις πεινάσει. Νομίζω πως όλοι όσοι γράφουν ιστορίες έχουν τις μονές τους. Εξάλλου τι θα είμαστε χωρίς αυτές. Συχνά περιστρέφομαι γύρω από τους ίδιους κύκλους. Η ανάγκη της φυγής, η εκδίκηση ως αντίστοιξη ή ως αναπλήρωση της δικαιοσύνης, το αδιέξοδο του έρωτα, η παραποίηση της ιστορίας, η δίψα για την επανάληψη των ίδιων λαθών. Ίσως το πιο αγαπημένο μου θέμα είναι η ανθρώπινη ήττα. Πρώτα απ' όλα είναι ο μοναδικός τρόπος για να ζήσουμε το παρόν. Χωρίς τη σύνδεση με το παρελθόν δεν μπορούμε καν να αναγνωρίσουμε τις λέξεις. Μιλάμε, διαβάζουμε, επικοινωνούμε, ζούμε, ανασύροντας συνεχώς πράγματα που έχουν χαραχτεί στη μνήμη μας. Την ίδια στιγμή, το βασικό μάθημα που μας δείχνει καθημερινά η ανθρώπινη ιστορία είναι η άρνησή μας να διδαχτούμε από την ίδια την ιστορία. Ύστερα από 3.000 χρόνια, εμείς πορευόμαστε ακόμα με το μαχαίρι στο χέρι. Νομίζω πως στεκόμαστε μπροστά στον τελευταίο κόμβο. Δεν παίζει ρόλο αν θα επιζήσουν άλλες 5 ή 10 γενιές, ο κόμβος θα παραμείνει εκεί, θα είναι ο ίδιος και θα είναι αναλύωτος. Έχουμε καταφέρει να καταστρέψουμε το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη που μας φιλοξενεί. Μια αλαζονία και μια απληστία άνευ προηγουμένου. Δεν υπάρχει τίποτα κακό εκεί έξω, εκτός από εμάς τους ίδιους. Βλέπω ξανά και ξανά μια εικόνα. Παιδιά πεθαίνουν από τη δίψα, ενώ αυτόματα αρδευτικά συστήματα ποτίζουν ένα τεράστιο γήπεδο του γκολφ. Ξέρω πως πρόκειται για μια απλούστευση, μα τα παιδιά συνεχίζουν να πέφτουν κάτω από τη δίψα. Είμαστε οι επιλογές μας. Είμαστε το γκολφ. Pourquoi est-ce que j'accepte d'enfiler la combinaison, les bouteilles, les palmes, le masque?
Personne ne m'y oblige. Si je dis que j'ai changé d'avis, je suis sûre qu'Estelios plongera seul. Alors pourquoi est-ce que je continue mes préparatifs? Un plongeur novice dans la nuit, au milieu de nulle part. Est-ce que je veux finalement moi aussi provoquer le destin, ma propre disparition? La peur m'étreint peu à peu. Ma respiration se dérègle. Mes pieds sont déjà dans l'eau. Voilà. Le moment de plonger approche. Décidément, il faut que j'y aille. Les premières secondes s'écoulent dans un froid paralysant. Comme je n'ai pas besoin de nager, toute ma concentration s'épuise à éviter la panique. Lesté des poids qui saignent ma taille, mon corps est entraîné toujours plus bas. Stelios me prend la main et me fait signe. Que veut-il? Que je me calme. Que je commence à respirer normalement. À un moment, je ressens l'envie soudaine de me retourner et de regarder vers la surface, mais je sais que ce serait une énorme erreur. Si je jette ne serait-ce qu'un coup d'œil vers le haut, la panique me submergera. Je respire donc et m'abandonne à la plongée, qui ne semble désormais plus avoir de raison ni début. Je ne sais pas combien dure la descente, sans doute quelques secondes. L'étang cependant s'est effrité et ne me préoccupe plus, il n'existe plus. Stelios s'approche de nouveau. Sa main me montre un anneau métallique qui pend à un câble. Il faut que je me tienne à ça pour rester au même point, pendant que lui, il va continuer jusqu'au fond. J'obéis docilement. De toute façon, je n'entends plus mes pensées, je n'entends plus rien. Tandis que je le regarde se perdre vers les profondeurs, la sensation de solitude qui m'envahit semble insoutenable. Pourtant, la rapidité avec laquelle impressions et sentiments se modifient là-dessous est impressionnante. Soudain, je me surprends à tout admirer. Ma lampe frontale ne se contente pas d'ouvrir de trous au milieu d'immenses étendues d'eau noire. La lumière révèle un monde autre, où la lumière elle-même n'est plus nécessaire.